Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci donc, messieurs et dames, vous tous qui recevez Victoire FM 5 sur 5 chez vous également. Écoutez, non seulement sur la bande 96.3, mais aussi sur le www.radiovictoire.fm. Plusieurs fois, nous les avons reçus, des députés à l'Assemblée nationale qui sont de la sensibilité ou de sensibilité politique de l'opposition. Mais ces derniers temps, vous les auriez attendus sur nos antennes, sur notre antenne. Ils n'ont pas caché d'accuser le groupe parlementaire UNIR d'avoir refusé d'opérer les réformes ou carrément d'aller au fond de l'étude de la proposition de loi déposée par l'ANC et ADI. Alors, ce matin, nous avons avec nous le président du groupe parlementaire UNIR, qui est l'honorable Christophe Tchao, qui est déjà dans nos murs. Alors, honorable Christophe Tchao, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette fois-ci ou enfin notre invitation. Non, pas enfin, je suis là. Je pense que nous nous ferons toujours le plaisir d'être avec vous, oui, pour éclairer vos auditeurs, la population sur certains points de la politique togolaise. Voilà, et c'est avec plaisir que Victoire FM vous accueillera à chaque fois que le besoin se fait sentir tant à votre niveau qu'à notre niveau également. Alors, monsieur le président du groupe parlementaire UNIR, alors aujourd'hui vous êtes le président de ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire, je sais, beaucoup le savent, mais quand même, ce que c'est qu'un groupe parlementaire et surtout la mission donc du président d'un groupe parlementaire? Non, je pense que, bon, comme vous l'avez dit, tout le monde le sait, un groupe parlementaire, c'est chez nous ici, notre règlement intérieur fixe à 10, le nombre qu'il faut, disons 9,95, je crois, et on a mis ça à 10, le nombre qu'il faut pour avoir un groupe parlementaire. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un projet de loi ou une étude ou une proposition de loi, ça permet au groupe de s'exprimer, donc de donner son point de vue sur le texte de loi qui est à l'étude. Et à des occasions, il est consulté, le groupe est consulté pour la bonne marche de l'Assemblée nationale. En d'autres occasions, il est également un courroie de transmission entre le parti qu'il représente et les députés qui sont présents au sein de l'hémicycle. Voilà pour résumer de façon, en gros, oui, les principales missions d'un groupe parlementaire. Voilà. Et voilà, nous sommes à un an pratiquement de la fin de votre mandature. Alors, depuis le début de cette mandature, votre groupe parlementaire a-t-il eu à poser quelques actes importants dans le cadre de l'évolution des choses au niveau du Parlement, puisque les gens vous accusent que UNIR n'a jamais fait de proposition de loi allant dans le bien-être des citoyens que vous représentez? Mais vous savez, hier je suivais RFI justement qui disait qu'en France, 95% des lois étudiées à l'Assemblée nationale viennent du gouvernement. En France, 95%. C'est ça. Dans le débat qui se faisait avec certains politologues, c'est ce qu'il ressortait. Mais ici, UNIR, la contribution de UNIR, ce n'est pas seulement dans la proposition des lois. Non. La contribution varie à plusieurs niveaux. Nous formons un ensemble qui a pour mission principale de soutenir le gouvernement. C'est nous qui sommes au gouvernement. Donc, obligatoirement, nous avons le devoir de soutenir les projets de loi qui viennent du gouvernement. Mais nous pouvons aussi initier. On ne l'a pas initié, mais nous avons aussi interpellé. Vous savez, dans notre Assemblée nationale, le tout premier à interpeller les membres du gouvernement, question au gouvernement, c'est le groupe parlementaire UNIR. Quand nous avons fait notre entrée, c'est le tout premier. C'était sur la question de l'éducation. Ah oui. Oui. Donc, avec les grèves intempestives qui ont démarré. Donc, nous avons interpellé le gouvernement les tout premiers. Et lorsque nous sommes dans que ce soit en session, en plénière, ou bien dans les commissions, le groupe parlementaire UNIR apporte la contribution qu'il faut. Aussi bien au niveau des amendements des textes qui nous sont envoyés par le gouvernement, nous faisons les amendements nécessaires. Donc, tout comme les autres formations politiques, nous participons activement à la vie
de l'Assemblée nationale. Oui, vous participez activement à la vie de l'Assemblée nationale, mais jamais on ne vous a senti être contre une proposition ou un projet envoyé par le gouvernement. Autrement dit, tout ce que le gouvernement fait semble être bon pour les députés qui représentent le peuple à l'hémicycle? Non. Non, c'est pour ça que je parle d'amendements. Il y a beaucoup de textes que le gouvernement a envoyés qui ont subi des amendements de forme et de fond. Alors déjà, quand on apporte un amendement, ça veut dire qu'on a une idée pour améliorer. Voilà. Ça peut être carrément un retrait d'un article que le gouvernement propose dans son texte et que les députés jugent inopportun. Donc ces apports, nous le faisons. Mais on ne peut pas se mettre à crier sur les médias pour dire, bon voilà, le texte qui est venu de la part du gouvernement, j'ai fait ceci, le groupe parlementaire Uni a fait ceci, ou tel groupe a fait ceci. Non, c'est notre devoir. C'est-à-dire, nous sommes là pour ça, nous sommes élus pour ça. Et nous avons cette obligation de faire en sorte que les textes qui viennent soient parfaits pour pouvoir être utiles pour le peuple. Parce que tout ce que le gouvernement apporte comme projet de loi, c'est dans l'intérêt de la nation. Et ce qui ne peut pas aller, ou bien ce qui, à notre avis, peut être fait pour améliorer ces projets de loi qui viennent, nous avons l'obligation de le faire et ce que nous faisons au quotidien. Oui, mais quand même, vous avez dit tout à l'heure que pour le moment, vous n'avez pas pu faire de proposition de loi puisque vous êtes aussi au gouvernement. Alors, est-ce à dire que c'est par oubli, vous n'avez pas pu faire de proposition de loi puisque tout ce que le gouvernement fait, est-ce que cela prend en compte toutes les aspirations, toutes les attentes des populations, de vous, qui êtes des mandants, des mandataires des mandats autant pour moi de la population? Non, mais vous savez, l'initiative d'une proposition de loi, ça ne veut pas dire forcément, parce que quand vous faites une proposition de loi, le gouvernement aussi, cette proposition est envoyée au gouvernement pour qu'il donne son avis. Mais lorsque le gouvernement envoie un projet de loi, vous avez aussi la Constitution, le règlement intérieur nous donne la possibilité de faire des amendements. Donc ce n'est pas forcément à travers une proposition de loi qu'on contribue à refléter disons, les problèmes ou les préoccupations du peuple. Mais si vous prenez les différentes phases du travail parlementaire, mais la meilleure façon de contribuer, c'est les interpellations que nous faisons. Parce que ça permet de juger le gouvernement, et je vous assure, quand on fait des interpellations... Aussi, ça peut contribuer au contrôle de l'action gouvernementale. De l'action gouvernementale, et je vous assure, quand on fait les interpellations, vous ne pouvez pas savoir qui est de l'opposition, qui est du groupe parlementaire uni. Parce que ce que nous voyons, nous le disons. Ce qui n'est pas bien, nous le disons. Donc ce n'est pas seulement à travers les propositions de loi. Le contrôle de l'action gouvernementale se fait à travers d'autres canaux, tels que je l'ai dit, les questions au gouvernement, les interpellations, que ce soit les propositions de loi, tout cela contribue à contrôler le gouvernement et à contribuer à la visibilité des actions ou bien des problèmes que nous vivons au quotidien. La question des réformes est toujours sur le tapis. Le chef de l'État lui-même a reconnu, ça il faut l'avouer tout de suite, que les grands débats sur les questions d'intérêt national comme les réformes constitutionnelles et institutionnelles devraient avoir pour cadre de référence la représentation nationale. Lui-même il avait dit avant que le projet ne soit envoyé en 2014 à l'Assemblée nationale. Malheureusement, monsieur le ministre, en tout cas, excusez-moi, vous faites ministre aussi. Oui, c'est pas grave. Nous constatons que depuis plusieurs mois, il y a du surplace par rapport à cette affaire. Vos collègues de l'opposition accusent votre groupe de faire traîner les choses. Vous leur retournez l'appareil. Pouvez-vous nous donner, en toute franchise, les raisons du nouveau blocage actuellement par rapport à la proposition de loi qui est sur la table à l'Assemblée nationale? Vous avez parfaitement raison. Le chef de l'État l'a dit. Il a dit que le débat sur les réformes, ça va se faire à l'Assemblée nationale. Et le texte était arrivé. Et ce texte-là, c'était un texte, on l'a expliqué sur votre plateau ici. C'était un texte qui avait été normalement réfléchi à Tigo Télécom par l'ensemble des formations politiques. Malheureusement, cela n'avait pas abouti. Et le texte est venu à l'Assemblée nationale. Nous avons ouvert le débat. Vous vous rappelez, dans le temps, il y avait une proposition qui avait émané du CAR et d'ADI, qui visait à limiter la rétroactivité, c'est-à-dire
prendre 2010. C'était une proposition intermédiaire. Mais qui s'était opposé? C'était l'ANC. L'ANC voulait une rétroactivité sèche, c'est-à-dire à partir de 2005 jusqu'en 2010. Nous avons dit qu'une loi ne doit pas viser un individu. La loi doit être impersonnelle. Donc on n'a pas à viser dans le texte le président actuel, le président Faure, pour dire, nous parlons de 2005, dans ces réformes-là, afin que le président Faure ne puisse pas se représenter. Non, il fallait faire une loi impersonnelle, permettre à tout le monde, à tous ceux qui veulent, de commencer par ces réformes-là. Alors, réellement, quand vous prenez un militant de l'ANC, vous lui demandez c'est quoi les réformes, il vous dira les réformes veut dire départ de Faure. C'est comme ça que l'ANC tient son langage au milieu de ses militants. Mais lorsqu'ils sont en public, ils ont un langage double. Et ce langage double, c'est pour dire faisons les réformes, limitons nos réformes. Mais quand ils vont dans leur base, ils disent à leurs militants fais les réformes, il faut que Ford parte. Mais c'est comme ça. Mais si, ce que je dis, oui. Vérifiez cela. Vous êtes un journaliste, oui. Descendez dans l'arène. Allez vers les militants de l'ANC. Posez la question pour eux. Que signifie réforme au Togo? C'est comme ça qu'ils vont vous répondre. Et leurs dirigeants, en parlant d'une rétroactivité sèche, à partir de 2005, sont dans la même logique que la pensée de leurs militants. Mais c'est comme ça. Normalement, il faut éduquer le peuple. Les réformes ne veulent pas dire faire partir X ou Y. C'est mettre carrément les compteurs à zéro pour que tous les citoyens, en matière de limitation de mandat, puissent compétir. En fait, c'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Oui. Vous savez que, entre-temps, vu les difficultés à l'Assemblée nationale, le gouvernement a estimé qu'il fallait chercher une nouvelle voie pour aboutir aux réformes. C'est ainsi que le HCROUN avait initié un atelier où toutes les formations politiques avaient été invitées à l'Assemblée nationale. Parmi les formations politiques qui ont des représentants, UNIR était à cet atelier, ADI était à cet atelier, le CAR était à cet atelier, sauf l'ANC, l'UFC était également présent, sauf l'ANC qui a refusé de s'associer à ce débat. Alors, pourquoi? C'est eux qui peuvent le dire. Mais à ce débat, en dehors des formations représentant l'Assemblée nationale, il y avait d'autres couches de la société, notamment la société civile, les chercheurs, les syndicats, les universitaires, voilà, etc., voilà. Alors, cet atelier, nous savons, a accouché aujourd'hui d'un comité qui est chargé de réfléchir sur tout ce qui est question réforme institutionnelle et constitutionnelle. Bon, ça veut dire... Est-ce que c'est l'atelier qui a accouché du comité de réflexion non, mais dans les recommandations, oui. Dans les recommandations, il est ressorti qu'il faut mettre en place quand même un cadre de réflexion. Un comité de suivi, pas un cadre de réflexion. Sinon, le cadre de réflexion a été mis en place depuis et le chef de l'État l'a composé. Bien sûr, mais aujourd'hui, oui. Nous savons qu'il y a un comité qui est en train de réfléchir. Alors, ce que je veux dire fondamentalement, c'est que le travail de réflexion que fait ce comité est un travail qui est beaucoup plus large et qui se veut beaucoup plus consensuel. C'est-à-dire que dans ce comité de réflexion, vous avez toutes les couches. Vous avez les formations politiques, vous avez la société civile, vous avez des enseignants, des projets d'université, vous avez la chefferie traditionnelle. Donc vous avez tout ce monde-là qui réfléchit. Cette commission est boudée par l'ensemble des partis, que ce soit parlementaires ou non parlementaires. Mais c'est exactement, vous savez, oui. En réalité, quand on met en place un comité, boudé, ça veut dire quoi? Boudé, c'est que vous êtes membre et vous refusez d'y aller. En tout cas, ils ont rejeté. Qui a rejeté? Oui, que ce soit l'ANC, que ce soit... Non, attention. Vous savez, oui. Aujourd'hui, en matière de réforme, oui. Dans tous les pays, c'est les comités qu'on met en place. Et c'est le gouvernement qui met ces comités en place. Prenez le Bénin. Un comité a été mis en place par le gouvernement qui a fait son travail. Et ce travail est venu à l'Assemblée nationale. Vous prenez le Mali. Le gouvernement a mis en place un comité qui a fait un travail et ce travail vient à l'Assemblée nationale. Et nous savons l'accueil qu'on réserve également à cette commission. Mais vous savez, au Mali, ils ont fait près de 75 amendements. Il y a à peu près 9 amendements de l'opposition qui n'ont pas été pris en compte. C'est ça. Mais sur les 115, il y a beaucoup d'amendements de l'opposition qui ont été intégrés
dans la rédaction de la Constitution actuelle. Je sais de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, c'est un comité qui a été mis en place. Donc presque dans tous les pays où il est question de réforme, lorsque le gouvernement n'arrive pas à faire l'opération directement au niveau de l'Assemblée, on procède par la mise en place d'un comité. Oui, mais quand même, monsieur le ministre, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait déjà eu des cadres de discussion par rapport à ces mêmes problèmes de réforme. Oui. Notamment, on prend le dialogue inter-togolais qui a accouché de l'APG, Accord politique global. Oui. Si on prend aussi l'actuel récent auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, alors, il y a eu quand même des points qui ont été des points consensuels au niveau de ces différents cadres. Pourquoi ne pas, au moins, l'Assemblée nationale les acter dans la Constitution pour commencer d'abord les réformes avant que la Commission là ne puisse aller en profondeur? Il y a deux choses. C'est ce que vos camarades disent. Hein, il y a deux choses qu'il faut observer. Oui. La première chose, au niveau de l'Assemblée, nous avions échoué la première fois à cause de quoi? C'est à cause du consensus. Mais je vous ai dit que l'ANC nous a demandé de leur montrer dans la Constitution l'article qui parle de consensus. De leur montrer cet article-là qui est écrit dans la Constitution et qui oblige les acteurs à aller vers un consensus pour les réformes. Il n'y a pas cet article-là. Nous, on est incapable de trouver dans la Constitution un article qui parle de réforme, enfin de consensus. Donc, à partir du moment où on nous renvoie à la Constitution en matière de consensus, mais là, ça veut dire que ceux qui posent ce problème ne veulent pas un consensus. Et s'il n'y a pas consensus, comment voulez-vous aller aux réformes? Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, le travail qui se fait au niveau de ce groupe, c'est un travail auquel UNIR, dans son ensemble, prend part aussi, comme certaines formations politiques. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a d'autres formations politiques également dans ce groupe de réflexion? Mais comme tous ceux qui sont dans ce groupe, il y a des opposants, il y a des universitaires, il y a des formations politiques. Autrement dit, le blocage à l'Assemblée nationale, monsieur le président du groupe parlementaire UNIR, est-ce que c'est pour dire clairement que vous voulez que les travaux se fassent plutôt au niveau de la commission? Aujourd'hui, ce que nous avons proposé à nos amis, à nos collègues de l'opposition, nous leur avons proposé un ajournement. Un ajournement de la proposition de loi. Ce n'est pas un rejet, je le précise, c'est un ajournement. Pour dire quoi? Pour dire que à partir du moment où un travail est en train de se faire, ce travail, lorsqu'il va être finalisé, va atterrir sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et en ce moment, il y a deux possibilités. Si leurs préoccupations ont été prises en compte dans ce document qui va être transmis, c'est tant mieux. Mais si ça n'a pas été pris en compte, on ressort le document et ça leur permet de faire leurs propositions pour les faire intégrer dans ce document-là qui nous sera présenté alors par le gouvernement. Alors, aujourd'hui, on va aller à des réformes. Demain, le texte va arriver. Vous allez encore opérer des réformes. Ça n'a pas, il faut faire un travail qui soit un travail scientifique, un travail qui soit bien au moins une fois pour toutes. D'autant plus que avec nos amis de l'ANC, le problème qui se pose, c'est le consensus. Parce que le texte qu'ils ont amené, c'est le même qu'ils avaient amené. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à prendre au moins en compte certaines positions pour dire allons au consensus. Oui, mais quand même, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt vous enjoignant, notamment au niveau de la commission de loi, de reprendre l'étude de la proposition jusqu'à la plénière. Maintenant, quelle est la source alors de ce nouveau blocage? On ne comprend pas. Attention. Oui, puisque vous dites qu'il faut ajourner l'étude de cette proposition. Bien sûr. Pour se pencher plutôt vers la commission mise en place. Oui. Alors, mais la Cour constitutionnelle, pour la régularité du bon fonctionnement des institutions, vous enjoint de reprendre l'étude jusqu'à la plénière. Attention, il faut, vous savez, cette décision de la Cour constitutionnelle a été débattue longuement. Et elle a deux volets. Elle a deux volets. Mais en réalité, ce que la Cour demande, c'est qu'il faut aller à l'adoption du rapport. Puisque le rapport
de la commission des lois n'avait pas été adopté. Le seul rapport n'avait pas été adopté. Donc il faut adopter ce rapport et le déposer sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. C'est ça. Ça, c'est un premier temps. Maintenant, lorsque cela est déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, il va falloir maintenant voir est-ce qu'il faut l'amener au niveau de la plénière. Maintenant, vous avez notre règlement intérieur, l'article 56. L'article 56 du règlement intérieur qui donne possibilité au président de faire un ajournement. Et c'est ça que le président a estimé que là où nous sommes aujourd'hui, il nous a renvoyé la balle. Chaque formation politique s'est exprimée sur le sujet. Et à partir de cette expression, le président a estimé qu'il fallait ajourner et faire en sorte que ce texte-là soit ressorti et que les éléments contenus soient intégrés dans le travail qui va être envoyé à partir de ce que la commission de réflexion, le comité de réflexion est en train de faire. Donc je pense que cette démarche, elle est beaucoup plus sage. Pourquoi? Parce que le texte qui est là aujourd'hui n'a pas changé d'un iota par rapport au texte qui avait été envoyé en 2000... Dans le mois passé, disons. Ouais, disons. Alors, là, honorable, pouvez-vous nous dire, les Togolais vous écoutent. Très bien. Quels sont les aspects de ce test? Et vous avez dit qu'il n'y a même pas un seul iota qui a été changé. Alors, quels sont les aspects de ce test qui ne conviennent pas à votre sensibilité? Et vous voudrez bien qu'on améliore cela? Non. En réalité, la question ne se pose pas de savoir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Non. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand vous prenez la proposition, il faut pouvoir travailler cette proposition et aller vers un consensus sur chaque proposition. Vous comprenez? Mais on ne peut pas poser un texte pour dire que ce texte doit être adopté. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité. Mais nous avons estimé qu'une proposition de loi qui parle de limitation de mandat ne doit pas rétroagir. Ça, c'est notre position. Mais l'ANC ne l'entend pas de cette oreille-là. Mais ça veut dire qu'il faut aller vers un consensus. Mais il nous renvoie vers la Constitution. Tu portes à croire comme si l'ANC ne tient plus ce même langage aujourd'hui. Non, mais s'ils ne le tiennent pas, il faut qu'ils l'écrivent. Parce que ce qu'ils ont écrit, ce n'est pas ils ont ramené le texte in extenso. Alors que nous savons qu'ils ne sont pas prêts dans ce sens-là. Mais nous voulons un texte impersonnel, une loi impersonnelle. Nous ne voulons pas que la loi puisse viser un individu pour dire cet individu a déjà fait 2 mandats, il ne doit plus revenir. Non. Ça ne doit pas exister. Quand même, alors l'amélioration, l'amélioration, on l'avait fait. Vous aussi, vous pouvez les proposer. Mais si. Vous les avez proposés. Je vous ai dit que le CAR avait proposé à ce que nous puissions partir de 2010. Mais l'ANC a rejeté. L'ANC a rejeté cette proposition. Ils disent partant de 2005. Mais à partir du moment où ils ne sont pas prêts à aller à un consensus, comment voulez-vous qu'on puisse discuter? On ne peut pas discuter. Il faut d'abord un compromis, un consensus. Et c'est ce que tout le monde rappelle. Quand vous prenez les évêques, ils ont rappelé le consensus. L'APG auquel vous avez fait cas a parlé du consensus. La CEDEAO parle de consensus. Les pays, l'Union européenne, c'est le consensus. Mais voilà une formation politique qui ne veut pas entendre parler de consensus, qui nous renvoie à la Constitution. Mais on ne peut pas dans ces conditions discuter. Là, vraiment, on en entend parler, mais est-ce à dire que vous insinuez que l'ANC vienne discuter en aparté avec UNIR, ou bien qu'est-ce qu'on peut mettre dans le consensus? Mais je vous parle de la rétroactivité. Mais à partir du moment où ils disent que c'est niet. Mais pour nous, il faut ouvrir. Il faut ouvrir et que cette loi soit impersonnelle. Mais quand vous dites non, nous voulons partir de 2005, mais comment voulez-vous que... Le consensus, il faut qu'il naisse de ces 2 positions-là. Il faut qu'il naisse de 2 positions. Or, ils ne sont pas prêts. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas sur lesquels... Oui, mais quand même, franchement, c'est comme si chacun tient à son ego dans cette histoire. Mais c'est ça. C'est le peuple qui constitue l'herbe que vous êtes en train de détruire, on dirait. Vous savez, le défaut... Vous ne voulez pas lâcher prise, et à vous entendre, l'ANC aussi ne veut pas lâcher prise. Vous savez, le défaut de l'ANC, c'est de dire que ce que nous disons, prenez ça content.
Mais c'est ça. Vous faites une proposition. Les gens vous disent, bon voilà, par rapport à ça, on ne peut pas, il faut qu'on aille vers un consensus. Mais vous voulez absolument imposer votre point de vue et que ce soit ça qui soit intégré. Non, ça ne peut pas marcher. Mais c'est ce que je viens de dire quand mais même, oui, que l'ANC ça ne peut dit, pas vous marcher. aussi, vous ne leur présentez pas, vous, votre proposition, pour que cela suscite discussion, débat et aller au consensus. Les principaux points de blocage, c'est quoi? Quand on a commencé l'étude, on avait fait un débat ici. Oui, bien Il y a sûr. eu beaucoup d'articles sur lesquels on s'est entendu. On est arrivé sur 2 articles principaux sur lesquels il y a eu des blocages. Limitation de mandat. Limitation de mandat, et c'est là où ils disent rétroactivité. Nous disons non, mais c'est un article capital. Mais à partir du moment où cet article-là ne peut pas s'entendre, mais il faut alors confier peut-être la question à un autre cadre de réflexion. Autrement pour pouvoir dit, nous proposer autre chose. Autrement dit, à votre entendement, vous ne voulez pas que l'ANC empêche le chef de l'État actuel, M. Fogna Singbe, à briguer un autre mandat. Je n'ai pas dit ça. Voire 2. Je n'ai pas dit ça. Je dis que la loi doit être impersonnelle. Oui. On ne peut pas faire une proposition de loi en visant un individu. Mais c'est ce que l'ANC pense et ce que leurs militants disent. Ils tiennent un langage, ce que je voudrais dire qu'ils tiennent un langage double. Un langage officiel où ils vous présentent ce qu'ils vous ont présenté. Un langage officieux. Voilà, officieux, où ils disent à leurs militants, pour nous, réforme égale départ du président actuel. Et quand vous interrogez un militant de l'ANC dans la rue, c'est ce qu'on leur a mis dans la tête. On ne peut pas faire des réformes, et fort va encore se représenter. Or, la loi ne doit pas viser un individu. La loi doit dire, on fait les réformes, les compteurs sont remis à zéro, tout Togolais, tout citoyen togolais qui veut compétir se lance dans la compétition. C'est ce que nous avons donné comme position. Mais l'ANC n'est pas de cet avis-là. Alors, si la commission ou le comité de réflexion arrive à finir son travail, cela va atterrir au niveau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et si consensus n'est toujours pas trouvé, qu'adviendra-t-il? Non, il y a 2 possibilités en matière de réforme. Alors, si on ne trouve pas de consensus, le chef de l'État a la possibilité de convoquer directement un référendum. Ou alors, il y a les 2 tiers qui se prononcent pour, et donc le texte est soumis au référendum. Pour que le texte soit adopté, il faut les 4/5. Donc si on n'atteint pas les 4/5 et que c'est les 2 tiers qui se prononcent favorablement, en ce moment, ce texte-là est soumis au référendum. Actuellement, c'est ce qui va se passer au Mali. Donc il y a ces 2 possibilités. Quand le texte viendra, on verra si les 2 tiers vont se dégager ou c'est les 4/5 qui vont se dégager pour une adoption définitive. C'est pour ça que nous disons, aujourd'hui, il est plus sage d'ajourner cette proposition, d'attendre le travail qui nous sera soumis, et à partir de ce moment, si ce travail prend en compte les préoccupations de nos amis de l'ANC et d'ADI, c'est une bonne chose. Mais ajourner totalement, carrément, non, donc, non, cela, l'ajournement, est-ce que cela ne veut pas dire vous rejetez l'arrêt de la Cour constitutionnelle? On ne rejette pas. On ne rejette pas. Oui, parce mais que la Cour constitutionnelle vous demande d'aller au fond jusqu'à la plénière. Ça, c'est notre règlement intérieur qui est aussi une loi organique. Parce que notre règlement intérieur, c'est une loi. C'est une loi que nous avons votée, qui est maintenant au-dessus de la décision même de la Cour. Ah bon? Oui, mais puisque la Cour a fait une décision. Mais il y a une loi qui donne la possibilité au président d'ajourner si nécessaire, si les circonstances l'exigent. Mais c'est ça. Alors, maintenant, s'ils veulent ressaisir la Cour, c'est tant mieux. Mais nous pensons que dans les circonstances actuelles, la sagesse voudrait qu'il faut ajourner pour permettre la venue de ce texte-là, hein, de ce travail qui est en train de se faire, afin de nous... Si ces préoccupations, leurs préoccupations sont prises en compte dans ce travail qui nous sera soumis. Ok, voilà, monsieur honorable, vous êtes président du groupe parlementaire. Tout à fait. Alors, ce qu'on sait, quand les échéances vont être peut-être, nous serons peut-être à 6 mois des prochaines échéances électorales. Oui. Est-ce qu'on ne nous brandira pas le protocole additionnel de la CEDEAO qui dit à 6 mois d'une élection, s'il n'y a pas de consensus, on ne peut pas faire des réformes ou bien toucher à la Constitution? Mais vous avez dit quelque chose qui m'a fait sourire. S'il n'y a pas de consensus, mais ça veut dire que si nous voulons réellement, on va arriver. Mais pourquoi on ne veut pas aboutir à un consensus? Pourquoi? Mais le consensus est indispensable dans un débat politique. Il est indispensable. Mais si
vous ne travaillez pas sur une base consensuelle au niveau de la classe politique, mais il vous est difficile de faire évoluer le pays. Mais quand même, les Togolais sont à l'écoute, nombreux. Alors, honorable, est-ce que les réformes pourraient être faites, opérées, que ce soit par le truchement de la commission qui vous inspire tant confiance, alors que du côté de l'ANC, ce n'est pas le cas. Est-ce que les réformes pourraient être faites avant les prochaines législatives? Que ce soit par le truchement de l'Assemblée, que ce soit par le biais donc du comité de réflexion. Tout à l'heure, vous avez fait... vous savez, les législatives, les réformes pour les législatives ont été déjà faites. Puisque l'APG avait prescrit d'opérer des réformes pour les législatives. Et ces réformes ont été tenues compte, enfin on en a tenu compte dans le code électoral. C'est pour ça que nous sommes ici au Togo à la proportionnelle. Parce qu'avant, c'était des élections majoritaires à 2 tours. Mais la proportionnelle à laquelle nous sommes aujourd'hui soumises vient du consensus qui s'est dégagé au niveau de la classe politique avec l'APG. Oui, même si c'est un scrutin à la proportionnelle, on l'organise aussi à 2 tours. Non, attention. Aujourd'hui, la France veut revenir à la proportionnelle. Si vous avez suivi, ils veulent quitter les élections à 2 tours pour revenir à la proportionnelle. Parce que ça permet une plus grande représentation des différentes formations politiques. Puisque on vous donne cela en pourcentage. Vous allez en Allemagne aujourd'hui, c'est la proportionnelle. Si vous avez 15%, c'est 15%, ça vous donne droit à 10 députés. Vous avez 10%, ça vous donne droit à tant. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le monde auquel tous les pays aspirent pour une meilleure représentation de toutes les formations politiques. Donc, on ne pourra plus faire les élections à 2 tours dans le schéma législatif. Mais 2 tours législatifs aujourd'hui, je dis que c'est l'APG qui a prescrit le mot de scrutin pour les législatives aujourd'hui. C'est l'APG. Personne ne l'a imposé. Il y a eu des débats, il y a eu un consensus et on a abouti à ça. Donc, si on doit revenir à ça, il faut aussi engager un débat qui est un consensus de toute la classe politique. C'est ça. Donc, ce n'est pas unir seul qui va décider d'aller vers cela ou tel parti. Non. Et tout ce qui avait été fait, vous vous rappelez, en 2005 pour aboutir à l'APG, mais c'est ce travail-là qui nous a donné les proportionnels. Et maintenant, à ma question, à quand les réformes, alors? Non, mais les réformes, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il faut que ça soit clair. UNIR veut les réformes. Le gouvernement veut les réformes. Mais nous les voulons dans un cadre consensuel. Nous ne voulons pas imposer notre point de vue par rapport à tel ou tel aspect. Nous voulons que tous les acteurs discutent pour aller vers un consensus pour dire voilà ce qu'il faut pour notre pays, voilà où nous voulons aller avec ces réformes constitutionnelles. Donc, à partir de ce moment-là, le texte viendra au niveau de l'Assemblée nationale et chaque formation représentée pourra également faire des amendements ou faire des compléments pour une meilleure visibilité. En tout cas, au niveau du droit, le plus souvent, les gens disent que tout test ou toute modification constitutionnelle est d'application immédiate. Mais nous verrons bien si la commission envoie le test ou c'est peut-être initiative prise par les députés que vous tous vous êtes. Ce qui va se passer après, on attend de voir. Maintenant, au dernier sommet de la CEDEAO à Monrovia, vous étiez de la délégation aussi. Alors, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a été élu à la tête de la CEDEAO. Bonne nouvelle pour l'ensemble des Togolais parce que, quoi qu'on dise, nous sommes tous Togolais. Alors, mais tout particulièrement, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie de votre côté au Parti UNIR? Mais vous avez conclu avant de me poser la question que tous les Togolais sont contents. Mais vous savez, ce n'est pas cette responsabilité, ce n'est pas forcément le chef de l'État Faure Gnassingbé qui a été investi dans ces rôles. C'est le Togo, c'est le pays. C'est ça. Parce que on dira aujourd'hui, quand vous allez à la CEDEAO, on dit que c'est le Togo qui préside la CEDEAO. Mais c'est comme ça que ça apparaît dans les documents officiels avant que le nom de la personne ne vienne en deuxième position. Donc c'est un honneur pour le pays. Mais UNIR ne peut que se réjouir parce que, une fois de plus, vous savez que le président Faure assumait déjà le rôle de coordonnateur en ce qui concerne le virus à Ebola. Donc il a fait un travail qui a été apprécié par ses pairs. Au Monrovia, c'est vrai, j'y étais. Mais qui a fait la proposition du président Faure? C'est le président ghanéen.
le président ghanéen qui a proposé le nouvel homme fort. Exactement. Moi, j'étais dans la salle, j'ai eu cette chance-là d'être dans la salle. Et c'est le président du Ghana qui a proposé le président Faure Gnassingbé à ce poste-là. Et ça a été une acclamation générale. Tout le monde, toute la salle a applaudi, a acclamé. Donc, il n'y avait pas eu de tractation en amont? Moi, ce que je sais, c'est que dans la salle, c'est le Ghana qui a fait la proposition. Quand le Ghana a fait la proposition, tous les pays ont acclamé. Et après, il y a eu des commentaires très positifs par rapport à cette proposition-là. Donc, je pense que ça ne peut que nous réconforter la CEDEAO, réconforter les chefs d'État de nos pays dans ce choix qui s'est opéré. De toute façon, le chef d'État parle d'une CEDEAO des peuples, mais certains observateurs pensent que cette élection est un grand défi qui lui a été lancé. Si vous aussi vous pensez la même chose, on a été lancé. Est-ce que vous pensez aussi la même chose? Non, vous savez, une responsabilité est toujours un défi. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on prend la CEDEAO, il y a plein de problèmes. Vous avez la Guinée-Bissau qui connaît des difficultés à sortir de la crise dans laquelle elle est plongée. Vous avez le problème de l'insécurité qui se pose, que ce soit au Nigeria ou au Mali et tout cela. Il y a ce problème également qui est là. Mais vous avez cet éternel problème qui est le problème de l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance de faire partie du Parlement de la CEDEAO, mais quand nous retrouvons ça à Abuja, mais le problème de l'intégration, ça nous tient beaucoup à cœur. Parce que les populations ont des difficultés. Les gens ont cité beaucoup en exemple le Togo, lorsque nous étions à la dernière session à Abuja, où les gens circulent librement, les étrangers circulent librement, sans être inquiétés, sans qu'on leur demande leur pièce de naissance et consorts. Mais dans certains pays, ce n'est pas le cas. Les étrangers qui sont là sont harcelés, ne sont pas libres dans leur mouvement. Le Togo a été cité en exemple comme étant le pays où la liberté d'aller et venir sur le territoire national, que ce soit par les nationaux comme les étrangers, est véritablement un acquis. Mais je pense qu'il faut que cela puisse s'étendre à tous les pays. Qu'un Togolais qui soit au Bénin, au Ghana, au Burkina ou en Guinée, ne soit pas harcelé du fait qu'il n'est pas de ce pays-là. Donc ça aussi, c'est un défi. Et je pense que le président, il a dit lors de son discours, il a reconnu qu'il y a de nombreux défis à relever. Et pour relever ces défis-là, il a besoin du concours de tout le monde. Parce que lui seul ne peut pas faire en sorte que l'intégration soit pleine dans notre sous-région si les autres peuples, les autres dirigeants ne mettent pas en pratique les recommandations ou les directives issus des protocoles. Alors, doit-on penser à des commissions mixtes à mettre au niveau de chaque frontière pour que les citoyens qui sont harcelés, les citoyens qui subissent des tracasseries douanières, etc., puissent dénoncer tout acte qui n'est pas dans le sens de l'intégration sur le terrain et de la libre circulation des personnes aussi? Non, bon, je ne sais pas si c'est des comités qu'il faut mettre en place, mais simplement, nous avons estimé que chaque État doit faire l'effort de mettre en pratique les recommandations issues des différents protocoles. Parce que quand vous prenez le protocole, il est clairement dit ce qu'il faut faire au niveau des frontières, ce qu'il faut faire à l'intérieur de chaque pays. Donc il suffit que les gouvernements puissent mettre au moins 10 ou 15 ou 20% de ces recommandations, de ces directives, pour que les choses puissent s'améliorer au niveau de la CEDEAO. Et je pense que le président Faure, il est dans cet esprit-là. Il a cette volonté de partager ses réflexions avec ses pairs pour que les choses puissent véritablement changer et que la CEDEAO des peuples devienne une effectivité. Voilà. Mais l'autre défi à lui aussi, c'est également le fait que le Togo soit au même diapason, au même niveau que les autres pays de la sous-région. Et on dit que tous les pays de la sous-région ont limité les mandats, ont organisé les scrutins à 2 tours, etc., etc. Donc le Togo reste le seul pays qui n'est pas au même niveau. Est-ce que dans les 12 mois du mandat du chef de l'État, il peut aussi penser à cela? Et le groupe parlementaire uni est-il prêt à pouvoir l'aider, l'accompagner dans ce sens? Il faut faire un distinguo dans votre question. Il faut faire un distinguo sur 2 choses.
la limitation des mandats n'est pas issue des protocoles de la CEDEAO. Oui. La CEDEAO n'a pas aujourd'hui imposé à tous les pays. Au pays la limitation des mandats. Cela est du ressort de la souveraineté de chaque État membre. Il y a des questions qui ressortent de nos souverainetés, il y a des questions qui sont des questions communes auxquelles la CEDEAO s'attelle. Alors, donc, pour ce qui est de la limitation de mandat, limitation à 2 tours, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, les dernières élections législatives qui sont faites, c'est à 1 tour. C'est à 1 tour. Parce que je ne veux pas revenir tellement sur cet aspect d'un tour, puisqu'on aura le temps d'en débattre. Beaucoup de pays, au Burkina, moi j'ai été là-bas comme observateur, les élections législatives, c'était 1 tour, puisque c'est la proportionnelle. Et vous savez que les négociations en 2005-2006, c'était au Burkina. Donc ils nous ont appris leur méthode au niveau des législatives et ce que nous appliquons ici. Donc ce qu'ils font là-bas. Alors, au Bénin, c'est 1 tour également pour les législatives. Donc un peu partout, c'est 1 tour. Ça permet, avec la proportionnelle, comme je l'ai dit entre-temps, à tous les partis d'être représentés. Mais la CEDEAO, pour le limitation de mandat, 2 tours, il n'y a pas de directive. En ce sens, ce que la CEDEAO demande aux États, c'est que pour ces questions-là, il faut discuter, aller vers un consensus et le faire dans un délai de 6 mois. Alors, si au-delà de 6 mois, il n'y a pas de consensus, il ne faut pas imposer à l'autre partie ce que certains auraient décidé. Je vais vous poser cette question en parlant de grands chantiers dans le pays, le Togo. Alors, la question de la route Lomé-Vaughan est jamais terminée, et tout particulièrement la rue poussiéreuse et boueuse qui part derrière le collège Saint-Joseph pour aller vers Kégué nécessite une interpellation de plusieurs personnes. Ça, il faut le dire. Vous aviez interpellé des gens de par le passé. Même le Premier ministre est venu à la télé annoncer quand même que les travaux allaient reprendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout porte à croire comme si c'est du pipeau. Est-ce que cela vous interpelle en tant que représentant du peuple? Mais c'est une voie que nous empruntons tous. Même les membres du gouvernement l'empruntent également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un problème, cette rue. Ce n'est pas une rue oubliée. Il y a eu des problèmes. Comme vous l'avez dit, nous avons interpellé les ministres qui sont expliqués là-dessus. Que l'argent a servi à acheter des matériels. Non, je ne... Non, c'est ce que le ministre avait dit le jour où nous étions à l'Assemblée nationale. Non, c'est vrai, vous y étiez. Oui. Même si le ministre, dans sa réponse, est allé... a dit cela, mais en réalité, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent perdu. C'est-à-dire que si c'est de l'argent qui a servi à acheter une machine, mais c'est un travail qui doit forcément se faire. Je veux dire que celui qui a acheté la machine, si ce n'est pas lui, c'est un autre qui fera le travail. C'est ça. Si ce n'est pas lui qui fera le travail, c'est un autre qui fera le travail. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si l'argent avait servi à acheter la machine ou pas. La question est de savoir la reprise des travaux et la fin de ces travaux-là pour permettre aux riverains, pour permettre aux usagers d'utiliser cette route dans une atmosphère beaucoup plus sereine. Oui. Et je puisse vous rassurer que le gouvernement n'est pas indifférent. Ne doit pas sur ses lauriers par rapport à cela. N'est pas indifférent. Parce que tout ce qu'il faut pour cette route-là, il ne faut pas aujourd'hui reprendre cette route et abandonner les travaux un ou 2 mois après. Oui, mais il faut mettre tout en œuvre pour que ce travail se fasse dans de bonnes conditions. Si nous prenons le cas du Brésil, par exemple, c'est les députés qui font tomber des têtes, même des chefs d'État. En Corée du Sud, pareil, pour des raisons de non-transparence dans les choses. Mais pourquoi au Togo, vous les députés, vous êtes nos mandataires, alors vous n'agissez pas de la sorte? Pourquoi? Non, attends, il y a une chose. Oui. Parce qu'il faut établir les responsabilités. Si les responsabilités ne sont pas du ressort du ministre, pourquoi vous voulez que ce ministre soit sanctionné? Non, parce qu'il faut établir les responsabilités et faire en sorte que... Vous savez, généralement, nos routes que nous faisons, il y a des bailleurs de fonds. L'État en lui-même ne peut pas décaisser toute la somme qu'il faut pour pouvoir faire une route. Il faut des bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds viennent souvent avec leurs exigences. Ils viennent avec leur protocole. C'est ça. Alors, à partir du moment où, si un bailleur de fonds
ils ont très souvent des conditions de décaissement assez complexes. Mais si un bailleur de fonds, dans les travaux d'une route, ne s'exécute pas à temps, mais vous verrez qu'il y aura des retards. Et ces retards-là, le gouvernement repart à zéro pour aller renégocier, rediscuter, afin que les choses rentrent en place pour pouvoir continuer et reprendre les travaux. Il y a ce côté que le gouvernement ne peut pas, on ne peut pas l'étaler sur la place publique. Mais dites-vous qu'il n'y a pas un travail qui soit commencé et que le gouvernement peut abandonner définitivement. Ce n'est pas possible. Cette route, elle va être faite. Elle va être faite. Non, je le dis. Parole du président du groupe parlementaire uni. Mais attention, je le dis, je sais que cette route-là sera faite. Ça, c'est clair. Mais le gouvernement même est conscient que ces travaux, il faut les terminer. Ça, ils le savent et ils vont le faire. En tout cas, ce que nous nous posons comme question, où sont partis nos 26 ou 30 milliards de francs CFA? C'est par rapport à cela, moi, j'ai posé la question. En tant que député qui contrôle l'action gouvernementale, vous pouvez agir avec tous les pouvoirs que la Constitution vous garantit, vous donne, vous confère, pour que même si des têtes doivent tomber, elles doivent tomber. Comme ça se passe dans d'autres pays. C'est ça, moi, ma préoccupation. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand on dit souvent comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer pour dire, bon, dans tel pays, les têtes sont tombées, il faut que ici les têtes tombent. Non, je l'ai dit. Il faut voir d'abord, les conditionnalités posées par les bailleurs de fonds. Dans les autres pays que vous citez, c'est des pays qui ont des moyens. Quand ils veulent faire un travail, ils le font avec leurs moyens internes. Mais nous, nos pays, particulièrement les pays africains, on n'a pas ces possibilités. Le Togo, pour bitumer 1 kilomètre, ne peut pas prendre l'argent du trésor pour mettre sur 1 kilomètre. Il faut négocier avec des bailleurs pour qu'ils puissent nous compléter. Si nous faisons 200 mètres, vous verrez que les 800 ou les 700 mètres, c'est les bailleurs de fonds qui vont mettre leurs fonds. Et tout ce qui est conditionnalité ou complexité dans les procédures des bailleurs de fonds, il faut aussi en tenir compte. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à nous poser ou à poser à notre invité. Alors, monsieur, madame, vous êtes le bienvenu. Allô? Le premier intervenant est en ligne avec nous. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Didier. Bonjour, honorable monsieur Chao. Bon, Jean, si je comprends bien tout ce que votre développement, c'est comme c'est l'ANC qui bloque tout. Bon, on suppose, bon, je pense que alors c'est que l'ANC est trop fort, même plus fort que le gouvernement. Donc c'est lui seul, avec ses moins de 20 députés, la capacité de bloquer tout le pays, ils sont forts. Ils sont forts alors, donc laissez-le gouverner plutôt. Et puis ma question est quoi? Vous parlez aussi des élections. Non, répétez la première question, vous avez dit... Bon, chaque fois, donc ce qui rejette tout le tort sur l'ANC. Donc l'ANC est trop fort. Il n'est même plus fort que l'UNI. Tout ce qu'il a, tout son développement, tout le tort est reversé sur l'ANC. Donc je comprends, moi je suppose que je comprends dans ce développement que l'ANC est trop fort alors. D'accord, merci beaucoup. Et la question, c'est une seule question que nous allons recevoir par intervenant, s'il vous plaît. Alors, nous allons prendre le deuxième intervenant qui est en ligne. Allô? Oui, bonjour, c'est oui, allô? Oui, c'est monsieur? Aïvi. Aïvi, votre question. Bon, moi, je vous pose des questions à monsieur Christophe Dao, qui dribble les questions et passe à côté. Et toutes ces réponses sont les mêmes. Il fait les jeux de mots et les jeux de phrases. Oui, maintenant, votre question, s'il vous plaît, monsieur. Bon, moi, je ne sais pas à quoi toutes ces réponses riment. Bon, est-ce que les réformes seront faites avant la présidentielle? C'est ce que moi je veux savoir. Et est-ce que, en côtoyant le président Paul Yacine, il se représentera encore, ou bien c'est lui-même qui sera présenté comme candidat, comme on l'a vu avec Macron, un jeune encore comme lui? Merci, bien noté pour vous, chers amis. 92 02 80 63. Yaovi, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. J'ai une question à votre invité. Allez-y. Bon, je vais demander, en 2002, quand ils ont modifié la Constitution, est-ce que la loi a été appliquée immédiatement? Pourquoi aujourd'hui ils nous parlent de la rétroactivité? Et ensuite, quand quelqu'un, à l'ordre d'un congrès, vous dit que mon papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir, est-ce que la personne peut avoir la possibilité de changer la Constitution en deuxième phase?
Bien noté pour vous, cher ami. Auditeur en ligne, allô? 92 02 80 63 22 21 80 99, c'est le dernier intervenant. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur? C'est monsieur Kofi. Kofi. Oui. Oui, allez-y. Monsieur Christophe Chao, bonjour. Oui, il ne fait qu'à rejeter le terme d'anathème sur l'ANC. Je vais le dire ceci. Si l'ANC a une proposition à faire, est-ce que eux autres, ils s'accordent à cette proposition et discutent? Quel est tout juste ce qu'ils veulent pour le président et pour tout peuple togolais? Merci. Bien noté, monsieur Kofi. Alors, monsieur le président du groupe parlementaire, monsieur Kofi, le dernier intervenant, il dit, qu'est-ce que vous, à unir, vous voulez au juste pour le président, et que ce soit dans la Constitution ou bien là, dans les réformes? Non, merci. Je remercie tous ces auditeurs pour les questions qui ont été posées. Non, je suis vraiment content de les entendre. Alors, si nous commençons par le dernier, alors, nous ne rejetons pas les propositions de l'ANC. Nous disons que ce que l'ANC a proposé, il y a deux choses qu'il faut voir. La première chose, si nous nous en tenons à l'heure actuelle, nous disons qu'on va ajourner cette proposition qui vient d'être refaite, parce qu'il y avait déjà eu d'autres propositions. Donc, on va l'ajourner, puisqu'il y a un comité de réflexion qui est en train de travailler sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ce texte, quand il sera finalisé, le projet de loi va arriver à l'Assemblée nationale. Il se pourrait que certaines préoccupations de l'ANC aujourd'hui soient prises en compte dans ce texte-là. Si cela n'est pas le cas, en ce moment, l'ANC a la possibilité de faire des propositions pour compléter, puisque tous les textes qui nous viennent à l'Assemblée subissent toujours des amendements. L'ANC peut faire des amendements pour les compléter. Donc, on n'a pas rejeté. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, si nous faisons deux pas en arrière par rapport à ce qui avait été rejeté dans le temps, mais c'est là où nous étions sur la rétroactivité. Qu'est-ce que nous voulons pour le président Faure? Nous ne voulons pas un texte pour le président Faure. Nous voulons un texte pour les Togolais. C'est-à-dire un texte qui dise qu'à partir de ce jour, si c'est 2 mandats, 4 mandats, 6 mandats, à partir de ce jour, tous les Togolais doivent savoir que si vous voulez être chef de l'État, vous en avez pour 2 mandats, ou 3 mandats, ou 4 mandats. Nous ne voulons pas qu'on indexe un individu en proposant une loi. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons que la loi soit impersonnelle. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Mais un auditeur a dit qu'en 2002, la loi, aussitôt modifiée, a été appliquée immédiatement. Je vais venir à ça. En 2002, la loi a été... Et la modification, puisque c'était... On dit le toilettage de la Constitution à l'époque. Voilà. Mais c'était un ensemble d'articles qui ont fait l'objet de toilettage. C'est-à-dire que ce n'est pas... On a touché un ensemble de textes et les députés c'est-à-dire que ça a été fait pour être appliqué à une situation donnée. Mais on a sauté le verrou de la limitation de mandat. Oui, c'est ce que et je automatiquement, le général Nyasingbe à l'époque s'est encore représenté. Mais oui, c'est ce que automatiquement. Mais oui, parce que le problème c'est quoi? Il faut comprendre cela de façon pratique. Si on saute le verrou de mandat et il y a une continuité de l'État, puisque celui qui est là, il n'a pas encore atteint le terme du mandat. Donc quand on saute, ça lui permet de se présenter. Puisque son mandat continue. C'est-à-dire qu'on est peut-être à 1 an de la fin de son mandat. Et on saute le verrou de limitation. Mais ça veut dire qu'il a la possibilité de se présenter ou de ne pas se présenter. Et ce même schéma ne peut pas s'appliquer si on limite alors le mandat? Non, nous sommes ici dans un cas très précis où la loi, de façon universelle, vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Bénin, un peu partout. Lorsque il y a une loi
surtout en matière constitutionnelle, qui limite les mandats, on ne peut pas dire qu'il y aura une rétroactivité de cette loi-là. Quand vous posez cette question... Donc, cela ne peut pas folklore quelqu'un? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que les Togolais dépassent cette histoire de quelqu'un. Ouais. Il faut le faire pour tous les Togolais qui veulent. C'est ça, ne pas exclure X ou Y, qu'il ait été ou qu'il n'ait pas été. C'est ça. Et la rétroactivité dans ce domaine-là, ça ne marche pas. Maintenant, est-ce que les réformes pourront être faites avant la présidentielle? Alors oui, il y a... c'est Aïvi qui a posé la question. Oui, les réformes peuvent être faites. Alors avant ça, il y a quelqu'un qui dit que bon, soit l'ANC est trop fort, que l'ANC peut ça c'est Didier qui a dit la question. Non, il faut comprendre une chose. Si l'ANC est trop fort en disant à ses militants que nous faisons les réformes pour que Fort parte, ça c'est à vous de juger. Parce que nous, au niveau de UNIR, nous avons ce devoir de sensibiliser nos militants. Nous le faisons. Et il faut les sensibiliser par rapport à... Oui, allez-y. Oui, il faut les sensibiliser par rapport à un objectif qui soit général. Nous disons que si l'ANC est plus fort, ou bien plus forte, en refusant le consensus, en disant à UNIR de chercher le consensus dans la Constitution, afin que nous puissions avancer, bon, c'est à l'auditeur de juger. Pour nous, la force d'un parti, c'est dans le consensus, c'est-à-dire dans sa disponibilité à reconnaître ce qui est bien, à reconnaître ce qui est faux, à faire l'apport nécessaire pour que nous puissions avancer. Nous avons l'impression qu'avec UNIR, on n'est pas dans ce schéma. Avec l'ANC, on n'est pas dans ce schéma. Monsieur le ministre, ma toute dernière question à vous. En tant qu'élu du peuple, député représentant la nation, comment interprétez-vous le fait qu'il n'y ait pas de mois au Togo où une grève ne s'annonce ici ou là? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, à votre entendement? Non, vous savez, en réalité, les grèves qui se déclenchent un peu partout, pas seulement au Togo, hein, enfin, et il faut reconnaître que le gouvernement au Togo a assez fait. Quand vous prenez le statut du fonctionnaire aujourd'hui, il y a eu une amélioration, j'allais dire, considérable. Mais il y a toujours des besoins. Les besoins s'expriment toujours. Donc, il n'y a que le dialogue, à travers le dialogue, que l'on peut résoudre tous ces cas-là. On ne peut pas, la rue n'apporte pas de solution à nos problèmes. C'est le dialogue, il faut discuter. Quelle que soit la nature des revendications, il faut accepter d'aller discuter et que chacun puisse avancer, faire un pas dans la bonne direction afin que les solutions puissent trouver les problèmes puissent trouver les solutions progressivement. Et voilà, nous sommes à la fin. Votre mot pour les auditeurs qui vous ont tous écouté ce matin, mot de conclusion. Non, je vous remercie, je remercie tous les auditeurs. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que UNIR est dans une dynamique d'aller de l'avant. Nous voulons avancer, nous voulons des réformes, mais nous voulons que ces réformes-là puissent prendre en compte toutes les aspirations, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des universités, des archives traditionnelles. Nous voulons réussir, mais réussissons dans un consensus politique. Il y va de l'avenir de ce pays. Merci, honorable Christophe Tchao, d'être venu chez nous ce matin. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.